Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal des auditeurs et des musiciens, dirigé par Didier Rochard, diffusé en direct dimanche 22 juin 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé lundi 23 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Philippe. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir et bienvenue dans le libre journal des auditeurs. Nous allons ce soir, chers auditeurs, aborder un sujet à la fois très historique et aussi un sujet qui peut sembler d'actualité, en tout cas d'actualité par rapport à la science historique, puisque j'ai l'honneur de recevoir ce soir un invité qui a énormément travaillé la question, qui a fait un document de toute première, qui n'est pas encore publié, mais j'espère, je le pousse à publier ses travaux, car ce document, si il existait, éclairerait naturellement les relations entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle d'une façon tout à fait, non pas nouvelle d'ailleurs, mais d'une façon très synthétique. Et je remercie à cet égard infiniment le colonel Michel Lepargueux. Bonsoir mon colonel. Je le remercie infiniment pour un travail de tout premier ordre qu'il a mené. Il a, au cours de ses travaux, réussi à prendre contact avec un certain nombre de témoins des actions qui ont été menées par les deux hommes que je viens de citer, bien sûr. On se doute que c'était pendant la dernière guerre mondiale, mais pas seulement. Après, il y a eu toute l'affaire de la décolonisation, l'affaire algérienne, etc. Auparavant, il y avait eu l'attitude du général de Gaulle pendant sa campagne pendant la guerre 14-18, et donc une foule de témoignages, des courriers, des lettres, des documents que nous avons ici évidemment dans le studio et qui vont étayer largement les propos que nous allons pouvoir tenir et qui vont démontrer le sérieux de l'étude du colonel Lepargueux. Alors, je précise dès l'abord de cette émission que j'ai une pensée particulière pour un certain nombre d'auditeurs et en particulier une auditrice dont je ne dirai pas le nom naturellement à l'antenne, mais qui m'écrivait régulièrement du 72, vous saurez peut-être se reconnaîtra-t-elle, et qui, à chaque fois que je fais une émission sur ce sujet, quel que soit l'invité que j'ai l'honneur de recevoir, m'envoie des missives insultantes, il faut dire le terme, etc., parce que les propos que nous échangeons avec ces invités, souvent, viennent à casser l'icône que représente le général de Gaulle, encore pour certaines personnes. Alors, je précise déjà à cette personne que les propos que nous allons tenir ne sont pas des propos virulents, cyniques, en aucun cas, ce sont des propos d'historiens. Et par conséquent, si les propos que nous tenons ne lui plaisent pas, eh bien, je l'inviterai et le colonel Lepargueux lui donnera toutes les références des ouvrages qu'il a compulsés, des témoignages qu'il a recueillis, de façon à ce que un jour ou l'autre, elle finisse par comprendre. Je précise d'autre part, et j'en finirai là, je vous le promets, je laisserai la parole à mon invité. Je précise d'autre part que je ne suis pas d'une génération qui a connu ces événements, puisque je n'étais pas né, tout simplement, mais que mes parents, naturellement, ont vécu, et comment, puisque ma mère a fait partie de Réseau de Résistance, qu'elle a été éminemment gaulliste pendant des années, et je le comprends très bien. Une jeune fille de 18 ans, confrontée très patriote, avec un père qui était lui-même aviateur pendant la guerre 14, qui était cité plusieurs fois au titre de l'armée, qui a été décoré, et comme beaucoup de familles d'ailleurs, hein. Et donc une jeune fille de 18 ans qui est confrontée avec l'occupation de la France, enfin, etc. Vous connaissez toute cette histoire. S'est raccrochée à la personne dont l'histoire, pour ne pas dire la propagande des maintenant, ont présenté comme étant le grand libérateur, etc. Quant à mon père, eh bien, lui, il a eu le malheur d'être déporté politique à Bergen-Belsen. Il y a été pendant 18 mois.
Et par conséquent, je n'ai aucune prétention à parler de quoi que ce soit, sinon à travers les livres, les lectures, les témoins que j'ai pu rencontrer. Mais enfin, malheureusement, cette paternité m'autorise peut-être à parler plus ouvertement d'un certain nombre de problèmes. Mon colonel, je le disais à l'instant, merci pour ces travaux, et puis rentrons dans le vif du sujet, les relations entre Pétain et De Gaulle. Et peut-être devrons-nous d'ailleurs, comme je le disais, anticiper un peu ces relations, quoique par un rappel historique de l'attitude du général De Gaulle pendant la guerre 14-18, parce que c'est finalement un peu à cette période-là que la rencontre entre les deux hommes a eu lieu. Auparavant, je vous laisse vous présenter. Vous avez été colonel, vous êtes à la retraite, bien. Vous avez donc une certaine expérience de la chose militaire. Cher monsieur Didier Rochard, je tiens à vous remercier parce que vous me faites un grand honneur de me recevoir dans votre émission. Je dois dire que vos émissions du dimanche sont, à mon avis, une des plus intéressantes. Ah. Ça... Si, une des plus intéressantes. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que vous êtes un homme d'action, vous êtes partout. Je vous rencontre là où il faut se dévouer. Vous vous êtes dévoué énormément pour les enfants du Mékong, et vous continuez d'ailleurs. Des gens comme vous, il n'y en a pas tous les jours. Ouais, donc je me permets de vous féliciter. C'est très aimable, on le fait avec plaisir. Oui, voilà. Puis deuxièmement, vous êtes un des premiers de cette station Radio Courtoisie. Hein. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous remercier quelques personnes. Bernadette qui médite mon travail depuis des années avec une patience d'ange. Et Dieu sait si c'est pas drôle de corriger, de recevoir des corrections, n'en plus finir. Elle fait un travail énorme et grâce à elle, ça me permet de m'exprimer, car comme personnellement je ne manipule pas l'ordinateur, si ça n'était pas écrit sur une feuille de papier, eh bien j'aurais déjà tout oublié. Donc je remercie beaucoup Bernadette. Je remercie aussi Dominique qui lui habite en Bourgogne et qui a été au début, je dirais, à l'origine de nos recherches sur la vérité et la justice, et avec beaucoup d'intelligence. Je remercie aussi Jean-Pierre qui m'a abreuvé de documentation, des tonnes de documentation, et dans lesquelles j'ai trouvé pas mal de perles. Enfin, je remercie celui qui veille sur ma santé, Jean-Jacques, qui, lui, m'a suggéré le titre « Pétain de Gaulle, une autre vision d'histoire ». J'ai trouvé que c'était pas mal. Absolument. Je précise mon âge. J'ai 88... Non, je rentre dans ma 88e année, donc... Quand les Allemands sont arrivés chez moi, j'étais déjà un petit homme et j'ai pu admirer le travail formidable de mon père face à l'arrivée des Allemands et à s'occupant de sa population, puisqu'il était maire. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. Ah oui, je pense que c'est un épisode important. Alors, je vais demander aux auditeurs de bien vouloir prendre un papier et un crayon, parce que tout ce que je vais dire n'aurait aucune valeur si ce n'était appuyé sur des ouvrages remarquables d'historiens. Donc j'essaierai de vous donner les références, mais au moins procurez-vous les ouvrages des quelques historiens dont je ferai allusion. Je demande aux inconditionnels du gaullisme, et à mes amis gaullistes d'ailleurs, d'avoir la gentillesse d'être intelligents à mon égard, parce que depuis 20 ans, je m'intéresse à la question, et plus je découvre, plus j'avance, plus je découvre qu'on encense De Gaulle d'une façon absolument insensée. Je n'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de parler de l'historial De Gaulle, mais enfin, je trouve que De Gaulle a eu peut-être des mérites. J'en ai dit ce qu'on vient pas. Il a peut-être su à un certain moment prendre des décisions, d'accord, mais quand je compare le travail extraordinaire, le dévouement extraordinaire du maréchal Pétain, pour moi, ça fait pas photo. Hein. D'ailleurs, je remercie mon ami Michel qui, hier, sur la route, je revenais de Bourgogne, m'a interrompu et je me demandais ce qu'il me voulait. Et il me dit, mais tu sais, ton travail, c'est extraordinaire, tes fiches et tout, c'est extraordinaire. Tu sais que je suis gaulliste. Eh bien, plus je vais,
plus je m'aperçois que le maréchal Pétain était un homme extraordinaire et qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour nous sauver dans des conditions épouvantables. Et nous serions certainement pas dans cette désordre, je n'ose pas utiliser un mot plus trivial. Plus trivial. Nous ne serions pas dans ce désordre si finalement on n'avait pas mis des bâtons dans les roues en permanence au maréchal Pétain. Alors, je vous demande. Alors c'est vous qui m'avez, Monsieur Bruchard, vous m'avez dit, mais pourquoi vous avez écrit ça? Ben oui. Pourquoi j'ai écrit ça? Car je précise aux auditeurs que vous remerciez tout à l'heure Bernadette pour avoir dactylographié, enfin on dit plus comme ça maintenant, enfin tapé, en tout cas mis au propre, édité tous vos travaux. J'ai ici le dossier que vous m'avez envoyé depuis plusieurs mois déjà d'ailleurs, mais c'est quasiment, c'est déjà un livre, et un livre un fort livre. Donc il y a une foule, je le disais tout à l'heure, de documents. Il y a évidemment ce qui n'est peut-être pas éditable pour un véritable ouvrage d'éditeur, mais il y a beaucoup de correspondances avec d'éminents gaullistes, avec des gaullistes historiques, comme on dit. En tout cas, il y a sans aucun doute des extraits qui seraient publiables, et puis il y a aussi les non-réponses d'un certain nombre d'entre eux, et ça c'est encore plus parlant, si l'on peut dire. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris des contacts épistolaires avec ces personnes, lorsque vous leur donnez un argumentaire très construit avec des témoignages, avec des citations, que ce soit livresques ou des citations de témoignages, et que vous n'avez derrière aucune réponse. D'abord, c'est très discourtois, c'est évident, compte tenu du travail que vous avez fait. Mais en plus, on se demande la raison. Et là, évidemment, on découvre un monument de propagande, finalement, de propagande politique au départ. Tout à fait. Alors, j'ai constaté, moi, depuis 15 ans, une malhonnêteté, je dirais, intellectuelle, pour essayer de faire disparaître Pétain. Je veux dire, d'ailleurs, puisque vous faites allusion à mes lettres, que j'ai écrit plusieurs fois au président Chirac, plusieurs fois au président Sarkozy. Je n'ai pas écrit à Hollande, parce que ça n'en valait plus la peine. Et je dois reconnaître que l'Élysée m'a, en général, accusé réception, mais absolument pas argumenté. Exactement. Or, les arguments que je donnais étaient quand même des arguments très forts. Et malheureusement, ben non, c'est le silence le plus intégral. Je me souviens avoir écrit en 2007 au directeur du musée de l'armée militaire, pas de réponse. J'ai finalement envoyé pas mal de correspondances à des hautes personnalités, ça les gênait, pas de réponse. Alors je trouve ça absolument anormal. Et on continue dans les différentes émissions de télévision, par exemple, que ce soit des débats ou que ce soit des films de pure fiction, comme on dit aujourd'hui, on continue donc à déformer la vérité, à déformer la vérité historique, ce qui est évidemment, vous parliez de malhonnêteté, c'est tout à fait le cas. Alors dites-moi, allez-y. Alors je constate, moi, vous me direz que c'est peut-être un peu naïf, mais partout on voit la référence à De Gaulle. Un square de Gaulle, une rue de Gaulle, une avenue Charles de Gaulle, une place de Gaulle, Charles de Gaulle, un aéroport Charles de Gaulle, un métro Charles de Gaulle, un historial Charles de Gaulle. Je ne m'étendrai pas sur la façon scandaleuse dont le général de Gaulle est présenté à l'écran avec des mensonges sur Pétain. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le... Mais je suis stupéfait et je dis De Gaulle, ça suffit, il y en a marre. Hein. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, je vous lis le carton d'invitation envoyé par Monsieur Kader Arif, qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le carton est là. À l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Voilà, puis naturellement à la cérémonie à l'Arc de Triomphe, etc. Or, il y a donc une journée nationale commémorative à l'appel historique du général de Gaulle. Or, c'était évidemment pour le 18 juin. Oui. Or, on sait que le texte qui est diffusé partout, qui est sérigraphié sur les murs, que l'on voit dans tous les musées, dans toutes les publications concernant cet appel est un faux.
on commence comme ça. Alors évidemment, pour les jeunes générations, quand on commence par leur bourrer le crâne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur un faux appel, méfiance, méfiance. Les plus curieux vont finir par poser des questions. Cher monsieur, si vous me permettez, afin de ne pas oublier, on en reparlera du faux appel. Parce que j'ai fait plusieurs correspondances, et pour l'instant, silence. Alors, je continue. Si De Gaulle est encensé d'une façon extraordinaire, à l'inverse, Pétain disparaît. Mais c'est un véritable mémoricide. Je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, quelques années, à Paperville, dans l'Aisne, la rue Pétain a été enlevée. À Dernancourt, dans la Somme, la rue Pétain a été enlevée. À Bellerin, dans la Meuse, c'est récent, la rue Pétain a été enlevée. À Gonneville-sur-Mer, on a décroché son portrait de la salle des portraits des présidents de la République et des chefs d'État. Naturellement, ça fait l'objet d'un procès. J'ai remarqué que s'en était réjoui la LICRA, c'est-à-dire la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. J'ai remarqué dans son communiqué de presse du 21 septembre 2011 qu'elle s'en était réjouie. Par ailleurs, Pétain a pratiquement disparu du musée de l'armée. J'avais écrit à l'époque, en 2007, au directeur du musée de l'armée en disant « Mais Pétain, où est-ce qu'il est ? Il faut se mettre à quatre pattes ou prendre une loupe pour voir une trace de Pétain. » Or Pétain, que je sache, c'est quand même le vainqueur de Verdun, même si c'était pas lui qui était en face du fort, c'était quand même lui qui avait préparé Verdun par toute la préparation, comment dirais-je, logistique, et c'est tous les aménagements, etc. Et cette bataille de Verdun s'est passée sous son haut commandement. Or aujourd'hui, Pétain, pratiquement, il n'existe plus. Je suis tellement surpris que je tiens quand même à citer que le général de Gaulle, dans son discours du 29 mai 66, avait dit, en commémorant l'événement, la gloire... À Verdun même. La gloire que le maréchal Pétain avait acquise à Verdun, puis gardée en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. De Gaulle, d'ailleurs, toujours De Gaulle, page 303, dans La France et son armée. On voit mal, dit De Gaulle, ce qu'eussent donné les plans et les élans de Foch, son instrument agencé par Pétain. Quant à l'historien anglais Liddell-Hart, voici ce qu'il a écrit en parlant de Pétain. Il s'est montré le premier et un des rares chefs à comprendre le mécanisme de la guerre moderne, tel que l'avaient formé les nations industrielles en armes. Mais il est une chose, pour ainsi dire, certaine, c'est que l'armée française ne se serait jamais rétablie si Pétain n'avait pas, en 1917, été appelé à la commander. Il rendit la victoire possible. La France aurait pu parfaitement se passer de n'importe quel autre de ses chefs militaires, affirmation audacieuse, mais exacte. Mais elle n'aurait pas survécu à la crise de 1917. Un Foch même aurait vraisemblablement précipité sa chute au lieu de l'arrêter. C'est écrit par Liddell-Hart dans Réputation, édition Payot, 1931. Je continue. Le poste de commandement de Souilly, il n'y a pas très longtemps que j'étais allé à Verdun, le poste de commandement du général Pétain à Souilly, il pratiquement est abandonné. Alors qu'avant, il était entretenu. Je dirais la même chose des cellules dans lesquelles il a été enfermé, au Portalet ou à l'Île-Dieu. J'avais visité la cellule initialement, maintenant c'est fini, il n'y a plus rien. Quant à sa tombe, elle est régulièrement profanée dans la plus grande indifférence. C'est ça que je trouve scandaleux. Que dirait-on si on venait à déféquer sur celle du général de Gaulle, comme cela a été fait sur celle du maréchal dans la nuit du 21 au 22 juillet 2001 ? Ça serait un scandale, bien entendu. Eh bien, c'est un jeune juif qui avait commis cet acte, et comme il était trop jeune, il n'a pas été poursuivi. Les admirateurs, je continue, les admirateurs inconditionnels du général, je veux bien, mais commettent souvent
des déformations historiques. Je me souviens, en mai 2010, un certain historien que je qualifie historien en culotte courte, s'était permis de prétendre que Pétain, ministre de la guerre en 34 et 35, et Weygand étaient responsables de la défaite de 40. Faut le faire. Il s'est bien gardé de préciser d'ailleurs que Pétain ne disposait pas de pouvoir décisionnel et que Léon Blum, à l'époque du Front populaire, lui refusait systématiquement tous les crédits qu'il demandait pour moderniser et fabriquer davantage de matériel, de chars et d'avions. Le Blum disait bien, pour détruire l'armée, j'en suis. Tout à fait. Voilà. Vous voyez le climat dans lequel... Donc, voilà. Alors, je précise, contrairement à ce qu'on raconte, on dit le général de Gaulle était l'inventeur de l'utilisation des chars en offensive. Mais l'utilisation des chars, elle date de 1917-18 et Pétain était tout à fait fanat pour utiliser les chars. C'est même lui qui, non seulement dans la défensive mais également dans l'offensive, et sous la forme du couple char-avion, a préconisé l'utilisation du char. Alors il faut quand même remettre les choses à l'heure. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons de la hargne du général de Gaulle contre Pétain, car Pétain avait couché sur le papier un certain nombre d'idées stratégiques, tactiques sur ce binôme avion-char que de Gaulle, qui était sa plume, oui, avait repris à son propre compte dans un de ses livres c'est pas Au fil de l'épée, je crois, c'est l'autre qu'il avait écrit à ce moment-là. Et Pétain lui en avait voulu d'ailleurs à ce moment-là d'avoir mis sa signature unique, enfin que de Gaulle ait mis sa signature unique sur ce livre, alors que les idées et les fiches étaient, semble-t-il, du général Pétain de l'époque. Oui, alors je continue. Pétain avait... Ce historien en culotte courte, c'est le cas de le dire, reprochait à Pétain d'avoir basé sa défense. Pétain était un homme qui ne s'emballait pas d'une façon stupide dans l'offensive et il utilisait une stratégie à bon escient, ce qu'on appelle la stratégie expectante. Il attendait le moment favorable et il n'allait pas tête baissée foncer avec tous les risques que ça comporte d'ailleurs. Pétain avait dit, la ligne Maginot est infranchissable, d'accord, à condition que on organise des défenses particulières et bien étudiées dans la forêt des Ardennes, qu'on fasse des abattis, dans ces conditions, on ne pourra pas passer. Comme ces abattis et cette mise en place des divisions, de 2 divisions qu'il réclamait, n'a pas été faite, évidemment, les Allemands en ont profité pour foncer immédiatement, bien entendu. Je signale d'ailleurs que Pétain était déjà, à l'époque, partisan du commandement unique. Or, le commandement unique, si j'ai bien compris, ça date de quelques années, simplement, dans nos armées. Oui, alors vous faisiez allusion à Blum, qui a saboté littéralement le moral de nos troupes en disant, s'il s'agit de détruire l'armée, j'en suis. Alors j'étais tellement écœuré, enfin pas vraiment, j'étais écœuré, je me suis dit, moi je suis pas capable de faire face à tous ces mensonges à la fois. J'ai téléphoné à Dreyfus, j'ai téléphoné à Philippe Conrad, j'ai téléphoné à Dominique Vénère, et je leur ai dit, c'est pas possible de laisser dire des bêtises pareilles. Tous éminemment historiens, oui, et titulaires d'émissions, patrons d'émissions sur cette antenne, bien sûr. Alors j'ai été récompensé, j'ai été récompensé parce que dans les semaines qui sont venues, François-Georges Dreyfus est intervenu sur Radio Courtoisie le 20 juin, il a remis les pendules à l'heure. Absolument. Ensuite, et c'est là où je vais demander à mes auditeurs d'en prendre note, le journal des historiens du 24 juin 2010 de Philippe Conrad, notez bien, sur Radio Courtoisie, Dominique Vénère a très astucieusement décrit le comportement assez curieux et ambigu
de De Gaulle lors des journées du 17 et 18 juin 40. Tout en reconnaissant à De Gaulle une certaine audace, car effectivement, De Gaulle avait une audace de prendre cette position qu'il a prise, c'est indiscutable. Wener n'en pose pas moins la question de savoir quelle a été sa réelle motivation à De Gaulle. Et il laisse supposer qu'il profita de cette situation exceptionnelle, notre déroute, pour redorer son blason, car vis-à-vis de ses camarades de promotion, il pesait pas lourd, à la suite de sa captivité à la Première Guerre. Il fait remarquer que De Gaulle, héritier sous la pression de Churchill, hésitera effectivement à s'engager. Non. Il est parti le 17 juin 40 dans l'avion de Spire, sachant que le soir du 16 juin, il pensait être repris dans le gouvernement, puisqu'il était dans le gouvernement précédent. Il pensait être repris, et puis quand il a vu qu'on ne voulait pas de lui, il a dit un coup de tête à son officier d'état-major, puisqu'ils ne veulent pas de moi, je fous le camp. Et il est parti le lendemain dans l'avion du général Spire. Il a été reçu rapidement, d'ailleurs, par Churchill, qui était très content de pouvoir récupérer un officier français, car le gouvernement, au moment, Pétain et le gouvernement, avaient refusé l'invitation de Churchill de venir en Angleterre. Absolument. Alors peut-être permettez-moi de revenir 2 secondes sur le fait que le général, De Gaulle à ce moment-là, qui n'était encore que colonel, avait n'était pas très bien vu par ses collègues en quelque sorte, à la suite de son attitude pendant la guerre 14-18. Alors je reprends ici un courrier du colonel 4 points. Qui a écrit un excellent ouvrage sur l'Indochine. On le traitera, on en reparlera dans une prochaine émission. Mais le colonel 4 points, donc, a lui, évidemment, comme vous, beaucoup travaillé la question, d'une façon extrêmement précise et concise. Et donc, il faut se souvenir que De Gaulle était à ce moment-là lieutenant en 1912 au 33e régiment d'infanterie. Il fut très légèrement blessé en août 14. Il a passé une année à l'hôpital et de même en 1915 pour arriver fin février 1916 dans les environs de Verdun. Toujours dans les rangs du 33e régiment d'infanterie. Entre-temps, ses camarades tués au cours de la bataille de la Marne accélèrent l'avancement et comme jeune capitaine, il est désigné pour relever une compagnie du 110e régiment d'infanterie dans le village de Douaumont. Arrivé sur la position dans la nuit, il se constitue prisonnier à la tête de sa compagnie à 10h15 le matin du 2 mars 1916, remettant son pistonnet à l'officier allemand conduisant l'attaque, le lieutenant Casimir Albrecht. Désolé d'apprendre la disparition de cet officier qu'il avait reçu dans son régiment quelques années plus tôt, le général Pétain lui décernera en décembre 1918, bien sûr, une belle citation avec la croix de la Légion d'honneur. Il faut savoir qu'en 1928, chef de corps au 19e bataillon de chasseurs de Trèves, le commandant De Gaulle est relevé de son commandement pour manquement aux ordres et avoir fait franchir la Moselle gelée à sa troupe au risque de noyer ses soldats. En 40, il se vante d'un coup d'éclat à Montcornet qui n'a été qu'un coup de poing dans un édredon et dont les archives de la Wehrmacht ne font même pas état. Quelques semaines plus tard, ayant reçu le commandement de la 4e division cuirassée, il a été incapable de prendre Abbeville face à un bataillon allemand. Une division cuirassée face à un bataillon allemand. Sur ces entrefaites appelées au gouvernement par Paul Reynaud, il part si précipitamment qu'il oublie d'offrir un pot à son état-major. Il restera 11 jours ministre avant de fuir à Londres dans l'avion du général Spears, s'étant aperçu que son nom ne figurait pas sur la liste du gouvernement formé par le maréchal Pétain. Voilà, c'est un insert. Je serais très content que vous me fassiez une copie de ça. Ce sera fait. Alors je reviens sur les journaux. J'étais écœuré, comme je vous dis. Alors Dreyfus a remis les pendules à l'heure le 20 juin dans son journal, le midi je crois. Et alors c'est là où je reviens. Notez bien le journal des historiens du 24 juin 2010 de Philippe Conrad, où Dominique Wener expose
son point de vue d'une façon forte, originale. Puis alors, il y a eu un troisième journal, celui d'Henri de Lesquen, du 1er août 2014, deuxième partie dans laquelle Dominique Paoli avait reçu François-Georges Dreyfus. C'est pas 2012 parce que 2012. 2012. 2012, oui, d'accord. 1er août 2012. Oui, alors, qu'est-ce que je fais les erreurs. Bon, François-Georges Dreyfus, et là, ce fut sa dernière émission. Oui. Moi, j'avais souvent des rapports avec Dreyfus. Quand je ne savais pas répondre à une question, je lui écrivais et de sa main, il me rédigeait des textes d'une façon... Pour moi, ça a une valeur inestimable. Alors, c'est pas tout. On crache sur Pétain d'une façon mais fabuleuse. Et j'en veux beaucoup à notre ancien président Jacques Chirac, qui le 16 juillet 95 a déclaré, d'ailleurs déclaration, je vous l'ai dit, reprise par Sarkozy et Hollande, l'État français et son chef s'étaient montrés complices d'Hitler dans la déportation et le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre. Alors ça, c'est fabuleux. On reviendra là-dessus. Je vous donnerai les références nécessaires pour vous montrer qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour éviter le maximum de déportation. Alors c'est pour ça que je dis il est grand temps de réagir, parce que non seulement on raconte des mensonges, mais on efface tout. C'est un véritable mémoricide. C'est un peu comme le travail qu'a fait Sécher, en montrant en Vendée qu'on a absolument tout envoyé. Ça lui a coûté très cher d'ailleurs, oui, puisque l'éducation nationale s'en est pris à lui et à ses recherches d'ailleurs. Mais enfin. Alors la deuxième partie, ça c'est ma première partie, la deuxième partie, c'est le général de Gaulle encensé hors de tout bon sens. Je vous dis qu'il n'est pas a priori condamnable, il a certainement eu de bonnes décisions, d'accord, mais de là à en faire un dieu, je trouve ça un peu fabuleux. De Gaulle est considéré comme un héros national rassembleur des Français. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je vous recommande à ce titre un excellent travail, malheureusement il n'est pas édité, mais c'est une thèse que vous pourrez vous procurer, une thèse écrite par le colonel Alain Dumarsais. Alors, sans titre de cette thèse, c'est le plus grand commun diviseur français de tous les temps. Je trouve ça excellent, parce qu'effectivement, De Gaulle a passé son temps à diviser les Français. Le plus grand commun diviseur français de tous les temps. Alors j'ai demandé l'autorisation à mon colonel, et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on en sache plus, je vais donner l'adresse de son courriel, prenez note, alain.dumarcet, D-U-M-A-R-C-E-T, @yahoo.fr. Je répète, alain.dumarcet, avec un T, C-E-T, @yahoo.fr. D'une façon assez humoristique, Jacques Perret dit de Gaulle que De Gaulle a été général à titre temporaire. Oui, on reviendra là sur l'arrêt du 24 juin 40. De Gaulle a été général à titre temporaire et général de division à titre définitif. Je trouve ça excellent. Le mot est bon, effectivement. Oui. Oui, il faut reconnaître que De Gaulle n'a pas été un militaire, mais surtout un politique, soucieux de sa propre accession au pouvoir avant le réel intérêt de la France. Son orgueil, malheureusement, a tout caché. Parce que, moi, je me pose la question, l'intérêt de la France. Est-ce que c'était l'intérêt de la France d'assassiner Darlan, que Pétain avait envoyé pour prendre le commandement en Afrique du Nord? Il a été assassiné le 24/12/42. Qui a assassiné? On connaît, bien entendu, mais qui a commandé tout ça, commandité? Tout ça est bien clair. Il faudrait d'ailleurs prendre la référence de Mario, comment il s'appelle, Fèvre, oui, qui faisait partie voilà, c'est ça, c'est très intéressant. Il est beaucoup plus catégorique. Est-ce que c'était l'intérêt d'éliminer Giraud, qui était absolument respecté des Américains? Non, c'était pas l'intérêt d'éliminer Giraud, pas du tout. Est-ce que c'était l'intérêt de condamner à mort Pucheux?
qu'avait été ministre du maréchal? Non, c'était pas nécessaire. Ce qui d'ailleurs, notons bien que cette condamnation à mort va entacher beaucoup la confiance que y compris Churchill faisait à les relations ont toujours été assez compliquées. Je vous renvoie moi au bouquin de François Kersaudy sur De Gaulle et Churchill, mais enfin on sait que cette mise à mort de Pucheux a été a refroidi. Ça c'est pas un mauvais jeu de mots que je veux faire, mais en tout cas les relations entre Churchill et De Gaulle, puisque on en parlera certainement, mais c'est le Conseil national de libération qui avait décidé de cette mort, et ça a entaché évidemment les relations que les Anglais pouvaient avoir avec le général de Gaulle. Mais dans cet esprit-là, je vais vous lire une citation. Le 11 juin 1943, Roosevelt télégraphie à Churchill et à Eisenhower. Voilà ce qu'il dit. Si l'armée française devait passer directement ou indirectement sous le contrôle de Gaulle, les accords d'Anfa sur les réarmements seraient dénoncés. Giraud doit commander l'armée française sans entrave. Je serais inquiet pour la sécurité des lignes de communication britanniques et américaines et pour leurs arrières s'ils devaient passer sous le contrôle de Gaulle. La référence, alors notez la référence d'un excellent livre, La légende gaulienne de Louis-Christian Michelet. Michelet n'est pas n'importe qui, c'est un polytechnicien qui a fait toutes les campagnes de Syrie et compagnie. Il a 90 ans aujourd'hui. Il connaît vraiment son histoire de façon remarquable. Alors, La légende gaulienne de Louis-Christian Michelet, c'est édité chez Godefroy de Bouillon en 2008, page 247. Je tiens, moi, à donner les références. Oui, mais absolument. Parce que le baratin, c'est facile, mais... Voilà, exactement. Alors attendez, j'ai pas fini. La deuxième citation qui est dans le même ordre d'idée. Le 17 juin 1943, c'est-à-dire quelques jours après, Roosevelt envoie un message personnel à Churchill. J'en ai assez de Gaulle et de ses machinations secrètes et personnelles de son comité. Oui, j'en ai assez de Gaulle et des machinations secrètes et personnelles de son comité. Ces derniers jours, elle démontre qu'il n'y a aucune possibilité pour nous de travailler avec lui. En temps de paix, ce serait sans importance, mais nous sommes en temps de guerre, et De Gaulle constitue une menace extrêmement dangereuse pour nous. Il n'aime ni les Anglais, ni les Américains, et il nous trompera à la première occasion. Je suis d'accord avec vous, il faut s'en débarrasser. La situation est devenue intolérable. Nous devons nous séparer de Gaulle parce qu'il est devenu déloyal. On ne saurait lui faire confiance, ni compter sur sa coopération. À cause de lui, Eisenhower n'a plus le temps de s'occuper de la guerre. Nous ne devons pas nous laisser influencer par de telles machinations, ni tolérer un abîme entre nous. Nous devons encourager la formation d'un comité de Français décidés à combattre et non accaparés par des embêts politiques. Alors cette citation, je l'ai trouvée dans De Gaulle, dictateur, Henri de Kérillis, édité chez Beauchemin, en 1945, page 271-272. Et c'est également repris par Louis-Christian Michelet dans La légende gaulienne, page 248-249. C'est un fait, les Alliés ne faisaient pas confiance à De Gaulle, à tel point qu'ils lui refuseront de lui communiquer la date du débarquement en Afrique du Nord. Opération Torche, oui, du 8 novembre 1942. Je précise que si les Alliés n'ont pas prévenu De Gaulle de cette opération du débarquement du 8 de 1942, Roosevelt a envoyé un télégramme superbe, je ne vais pas le lire, mais superbe au maréchal Pétain quelques jours avant pour le prévenir du débarquement. Alors ça, je dirais quelque chose à ce sujet-là, car vous savez, mon colonel, que sur cette antenne, j'ai eu l'occasion de recevoir le colonel Payol, qui était le responsable du contre-espionnage, qui est mort il y a assez peu de temps, qui était le responsable du contre-espionnage français. J'ai eu de longs entretiens avec lui et je vais vous le dire tout de suite. Pour l'instant, je souhaiterais rappeler aux auditeurs
auditeurs qu'ils sont à l'écoute du libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir le colonel Michel Lepargneux et le titre de l'émission, c'est Pétain de Gaulle, une nouvelle vision de l'histoire. Alors avant de vous laisser continuer, je préviens les auditeurs qu'une deuxième partie d'émission sera nécessaire pour épuiser le sujet et les travaux du colonel Lepargneux, que cette deuxième partie d'émission sera diffusée le 13 juillet, je le dis dès maintenant, car certainement, compte tenu des messages que je reçois et dont je vais donner lecture à l'instant, certainement des auditeurs auront bien l'intention d'entendre la suite de ces développements. Je vous donne rapidement, si vous le voulez bien, les messages des auditeurs. Monsieur le colonel, j'ai 90 ans, nous dit cette auditrice, je suis gaulliste, j'aimerais vous écrire. Il faut lire De Gaulle dictateur par de Kérillis, que vous venez d'annoncer d'ailleurs à l'instant. C'est un livre très intéressant. Voilà. Alors, chère auditrice, si vous voulez prendre contact avec le colonel Lepargneux, eh bien, reprenez contact avec le Standard et donnez vos coordonnées à Hélène. C'est facile. Moi, je ne cache pas mon adresse. J'habite Versailles. Et là qu'à prendre l'annuaire de Versailles. Eh bien, voilà. Et m'envoyer un courrier. Alors, je vous avais annoncé des polémiques dans les messages des auditeurs. Ça ne rate pas, évidemment. On me dit, monsieur, je trouve dérisoire que vous consacriez votre émission à des critiques du général de Gaulle concernant des événements remontant à la Première Guerre mondiale. Les Français attendent plutôt de vous que vous leur parliez des périls qui menacent la France actuellement, notamment l'islam. Eh bien, cher auditeur, oui. Nous en sommes. Car si vous regardez la situation actuelle, il est bien évident que on ne refait pas l'histoire, évidemment. Mais enfin, l'attitude du général de Gaulle qui vient que nous décrirons en deuxième partie au moment de l'affaire algérienne sur l'islam, pardonnez-moi, mais nous sommes au cœur de notre sujet. Seulement, il faut connaître l'histoire. Vous permettez, je peux répondre. Oui, allez-y. Répondre à cette personne. Si de Gaulle n'avait pas littéralement bâclé, liquidé l'Algérie dans ces conditions, nous ne serions pas dans cette situation. Mais c'est une question que je traiterai dans la deuxième partie, qui est très importante. Un auditeur, cela fait 30 minutes que l'émission est commencée, il n'y a aucun argument en faveur de Pétain ou en défaveur de Gaulle. Alors là, cher auditeur, c'est peut-être qu'au moment où vous avez écrit ce message, vous n'aviez pas bien entendu. On essaye d'être le plus objectif possible. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, et le colonel Lepargneux l'a fait dans son travail, de toujours citer ses sources de façon à ce que ce ne soit pas simplement des impressions de passage, mais que les jugements que l'on peut porter sur l'histoire soient tout à fait étayés. Alors on continue, il est comique d'entendre les défenseurs de l'armée française qui ne parlent jamais des centaines de militaires français assassinés par leurs copains de l'OLS malgré les nombreux messages envoyés. Je ne sais pas de quel message il s'agit, mais nous parlerons également aussi de cette période dans la prochaine émission. Un immense merci, quand je vous dis que c'était polémique, un immense merci pour cette très belle émission. Le maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France, De Gaulle a fait don de sa personne à lui-même. Froncement de sourcils, nous dit cet auditeur qui signe son message, je l'en remercie. Un autre auditeur, toujours un message signé. Je m'aperçois qu'ils ne sont pas signés, vos messages. Si, quand je dis signé, c'est-à-dire que là, par exemple, on a les références, le nom de la personne, moi, quand etc. j'envoie un message critique, vous parlez, sinon ça n'a pas de valeur. Un auditeur qui signe son message, donc il ne faut pas oublier qu'en 40, l'armée française était demeurée en grande partie hippomobile, alors que les Allemands, s'inspirant de la doctrine de De Gaulle, couchée dans son ouvrage Vers l'armée de métier, publié en 34, avaient des chars d'assaut. Alors c'est pas tout à fait exact, cher auditeur, car l'ouvrage de De Gaulle Vers l'armée de métier pompait, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, exactement, sur deux ouvrages. Sur celui de Guderian, qui est le général allemand, qui a effectivement mis en pratique le binôme avion-char, le Stuka et les chars allemands, et sur les notes que Pétain avait lui-même préconisées en 1934 précisément, lorsqu'il demandait le fait de cuirasser les régiments français de façon à disposer, compte tenu de son expérience de 1916 à 1918, il souhaitait donc disposer d'une force cuirassée. On l'a évoqué tout à l'heure. Un message, alors
Monsieur, votre invité a raison. Je trouve aussi votre émission est la meilleure de Radio Courtoisie. Que Dieu vous garde. Merci, chers auditeurs. Je suis très sensible. Mais enfin, on sait que sur Radio Courtoisie, il y a d'excellentes émissions au pluriel. Je le précise. Et puis, on nous dit ceci. Alors, il faut être naïf pour croire à l'éclatement de la vérité. Ben oui, bien sûr, toute vérité. Mais enfin, on peut s'en approcher. On tente de s'en approcher. C'est ce que nous faisons. À part Jeanne d'Arc, on peut faire le procès de tous les hommes politiques français. Le 30 mai 43, les Américains et les Anglais autorisent de Gaulle à aller à Alger pour la première fois. Churchill fait parvenir le plan de vol de l'avion à Pétain pour qu'il le transmette aux Allemands, afin que de Gaulle, qui exaspérait les Anglais et les Américains, soit liquidé par les Allemands. Et Pétain ne l'a pas transmis. Alors, c'est sans doute tout à l'honneur de Pétain, sans doute, de ne pas avoir transmis un ordre. Je ne connaissais pas cette péripétie, peut-être vous. Ce qu'il faut savoir, et je reviens donc là sur ce que vous disiez tout à l'heure, colonel Lepargneux, lorsque vous évoquiez le fait que le général de Gaulle avait été tenu à l'écart des décisions, des grandes décisions pour l'opération Torche du 8 novembre 42 et du débarquement de l'opération Overlord, dont on parle beaucoup, anniversaire oblige. Donc, le colonel Paillol a dit ici même, lui qui était au courant de ces opérations, rencontre avec le chef d'état-major d'Eisenhower, qui prend contact avec lui à Alger, lui disant qu'il avait besoin que les Américains, que les Alliés avaient besoin des services du contre-espionnage français pour préparer les différents débarquements, que ce soit celui d'Algérie, que ce soit celui de Normandie et de Provence, et demandant à Paillol s'il était d'accord pour mettre ses services de contre-espionnage au service des Alliés. Paillol, sur le moment, je ne veux pas paraphraser ses propres expressions, mais Paillol répond que oui, bien sûr, le but de l'armée française, et il parle au nom de l'armée française, c'est évidemment de se débarrasser de l'envahisseur, qui était l'Allemand, le nazi. Et il explique au général américain, il dit oui, mais j'ai une hiérarchie, je suis militaire, je suis officier, j'ai une hiérarchie, je me dois de rendre compte à ma hiérarchie. Et l'américain lui dit oui, bien sûr, nous le savons, nous vivons tous de la même façon, et par conséquent, nous vous autorisons à rendre compte à votre hiérarchie. Et Paillol insiste un peu en disant oui, mais ma hiérarchie est à Vichy. Mais nous le savons, bien évidemment. Et Paillol continue en disant « Oui, mais vous savez très bien que compte tenu des circonstances, peut-être aurais-je demain une autre hiérarchie à Londres. » Et l'Américain lui dit « Ah non, si vous prévenez de Gaulle, vous ne faites plus partie de l'état-major. » Je savais pas ça. Car, dit-il, l'Américain, car si de Gaulle est prévenu, dans 48 heures, Canaris est au courant. Ah oui. Voilà, je laisse à la méditation. Ça, c'est le colonel Paillol qui l'a dit. Je crois qu'il l'a repris d'ailleurs dans certains articles, mais il faudrait... je ne connais pas toute l'œuvre, je connais trois ouvrages du colonel Paillol, mais peut-être faudrait-il reprendre encore davantage. C'est une piste de recherche, puisque nous cherchons la vérité, comme nous dit cet auditeur. En tout cas, c'est cette péripétie, si l'on peut dire, qui fait que Paillol a fait partie de l'état-major allié pour organiser l'opération Overlord en particulier, et que effectivement, à l'opération Overlord, de Gaulle n'était absolument pas au courant, puisque je crois qu'il était au Maroc à ce moment-là, le 5 juin ou le 4 juin, et que il a quasiment appris l'opération, le débarquement en Normandie par la presse anglaise. D'ailleurs, en fait, les Américains ont commencé, si je puis dire, à tenir compte de Gaulle à partir du 18 juin. C'est-à-dire quand il a débarqué à Bayeux. Mais avant, on le supportait, si vous voulez. Voilà, en fait, oui, à peine, parce qu'il y avait... Alors, ça n'est pas pour... ça n'est pas pour glorifier par ailleurs la stratégie américaine, car on sait que la stratégie américaine était, pour les pays, entre guillemets, libérés, une stratégie relativement dangereuse pour l'indépendance des pays, puisque la plupart du temps, les Américains mettaient... ils avaient formé d'ailleurs un corps d'officiers supérieurs pour diriger, pour faire ce qu'on appelait l'AMGOT pour la France. Bien. Par conséquent, il ne s'agit pas de défendre cela. Il s'agit simplement de voir quelle attitude avait le général de Gaulle vis-à-vis du gouvernement de Pétain et vis-à-vis des Alliés dans cette grande marche vers la libération de notre pays.
Je vous laisse la parole, Nicolas. Oui, alors je continue mes citations, parce que c'est pas moi finalement qui parle. Alors c'est une dernière citation de Roosevelt. En parlant de Gaulle, he has been doing more talking than fighting. Entre guillemets, hein, je n'ai pas à mettre dessous dans le cochon. Hein. C'est en anglais dans le texte. Il a passé tout son temps à discourir plutôt qu'à se battre. Là, c'est la même chose. Là, c'est dans la légende gaulienne, page 178. Churchill lui dira gentiment, votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous n'avez semé la discorde partout où vous êtes passé. Je reprends maintenant une citation de Dreyfus. François-Georges Dreyfus, historien, patron regretté sur cette antenne. Oui. À moins de fuir la vérité, on ne peut, dans la catastrophe nationale que fut l'épuration, éluder la responsabilité personnelle du général de Gaulle, poursuivant de sa vindicte ceux qui avaient servi l'État français sans jamais collaborer. C'est effrayant, et d'ailleurs Dominique Vénère lui confirmera dans son De Gaulle la grandeur et le néant, il confirmera celui qui, dès ses premiers discours de Londres en 40, jeta les germes de la guerre civile et de ce qui s'en suivit. C'est dans son ouvrage à la page 193. Et un peu plus tard, on reparlera de ces citations au sujet de l'Indochine, lorsque le général de Gaulle prendra les mesures que l'on connaît effrayantes, sur les négociations qui avaient lieu à ce moment-là, que le général Leclerc tentait d'installer lorsque de Gaulle a nommé d'Argentlieu mais ça on en reparlera plus complètement. Alors la deuxième tard. Critique ou plus constatation que je fais, quant au général de Gaulle, le soi-disant libérateur de la France, moi je dis on croit rêver. C'est pas de Gaulle qui a libéré la France, ce sont les Américains, les Britanniques, les Alliés, efficacement aidés par cette magnifique armée d'Afrique qui a été mise sur pied sous la directive du maréchal par les généraux Weygand, Juin, Giraud et Delattre. Delattre ne devait rien du tout à de Gaulle, il est allé à Londres pour, au contraire, gagner l'Afrique du Nord. Ceci, d'ailleurs, est si vrai... Ceci est si vrai, je tiens à la citer, cette citation, que De Gaulle lui-même le reconnaîtra plus tard. De Gaulle vous dit « Cette victoire n'est d'ailleurs pas la nôtre. L'action de nos forces, qu'elle fût celle de nos armées ou celle de la résistance, n'a été d'aucun poids dans le résultat final. Elle n'a pas modifié d'un jour ou même d'une heure le moment de la capitulation allemande. Naturellement, j'ai dit et affirmé le contraire, car il fallait que la France figurât parmi la puissance victorieuse et fût présente à la table des négociations. Je dirais d'ailleurs que De Gaulle était présent lui-même, n'était pas présent ni à Yalta ni à Potsdam. Alors, attendez. Voilà, citez bien. Je cite cette référence parce que c'est quand même important. C'est énorme. De Gaulle a déclaré ça lors de la signature par le Premier ministre du décret du 11 avril 1959 relative à la date de la commémoration de la victoire de 45. Et vous trouverez ça dans l'ouvrage qui s'intitule « Lorsqu'une république chasse l'autre, 1958-1962, souvenir d'un témoin de Roger Belin ». C'est édité chez Michalon en juin 99, page 199. Alors je parle de cette magnifique armée d'Afrique. Je pense qu'il est quand même important de souligner que cette armée d'Afrique, qui est issue de l'armée de transition, stationnée en Afrique du Nord, et de l'armée et des troupes qui étaient stationnées en Afrique occidentale, elle a été effectivement mise sur pied, 750 000 hommes et femmes, par Weygand, Juin, Giraud et Delattre. Je précisais d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure. Delattre ne s'est rallié à De Gaulle ni en juin 40 ni en septembre 43. Il a gagné Londres pour rejoindre Alger, où Giraud était le commandant en chef de l'armée d'Afrique. Auparavant, sous Pétain, il a commandé les troupes de Tunisie. Puis la 16e, je parle de Delattre, puis la 16e division de Montpellier. C'est Giraud qui lui a donné le commandement de l'armée B, qui deviendra la première armée et avec laquelle il débarquera en Provence. Or, cette armée d'Afrique,
il est fait généralement silence dans les discours officiels. Là, quand il y a eu il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans une manifestation en Provence, on n'a pas parlé de l'armée d'Afrique, on n'a pas parlé des pieds noirs. Un silence, mais c'est effarant de voir ça. Je précise, cette armée d'Afrique, il en est fait généralement silence dans les discours officiels. Pourquoi ? Et pourtant, c'est elle qui écrasera l'ennemi en Tunisie en 42-43 et qui fournira l'armée d'Afrique qui fournira 90% de ses effectifs à la 2e division de Leclerc. Vous trouverez tous ces chiffres, là encore, dans la légende gaulienne du colonel Louis-Christian Michelet. C'est cette armée d'Afrique qui va remonter, après être allée en Sicile et en Italie, remontera la vallée du Rhône jusqu'à Strasbourg, puis jusqu'au Danube pour la capitulation allemande. D'ailleurs, le général Clark, après la bataille du Garigliano, dira « Le corps expéditionnaire français, qui d'une manière fulgurante nous avait ouvert le chemin d'Europe, plus vaillante unité n'a jamais existé. » Alors, c'est quand même énorme de ne jamais entendre parler de l'armée de... Et encore aujourd'hui... Moi, je suis stupéfait. Et encore aujourd'hui, des ouvrages paraissent qui sont pour le moins inexacts sur cette campagne d'Italie. Un des derniers ouvrages qui est paru s'appelle... je vais écorcher le titre, pardon. L'armée d'Italie, vaincre sans gloire ou quelque chose comme ça, faisant davantage référence à ce qu'on a appelé la légende noire et qu'il faut totalement reprendre parce que les chiffres sont très exagérés. Enfin, on a aujourd'hui des éléments qui permettent d'avoir, là encore, d'approcher à la vérité. C'est inouï que le ministère de la Défense subventionne des études comme celle-ci sans... Alors, l'étude, c'est parfait, il faut étudier, mais sans aucun contrôle sur les propos qui sont donnés sur la propre armée française. Tout à fait. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Que l'on paye, que l'on fasse en sorte de subventionner effectivement ou de commissionner des chercheurs, c'est une excellente chose, mais à condition qu'il y ait peut-être un comité de sages ou un comité d'historiens, tout simplement, pluridisciplinaires, qui permettent de redresser le tir. Enfin, dans toutes les thèses, il y a un directeur de thèse qui fait en sorte que le thésard ne raconte pas n'importe quoi. Je vous laisse. Souvent, j'entends critiquer de façon stupide en disant que le maréchal Pétain ne voulait pas la revanche, mais c'est aberrant d'entendre des trucs comme ça. Je prends ce qu'a dit le maréchal à Louis Rougier le 20 septembre 40, c'est-à-dire au moment... Il lui dit ceci: « J'envoie le général Weygand en Afrique du Nord avec tout pouvoir, loin des orages du Conseil des ministres, où il ne peut plus s'entendre avec Laval, et hors des regards des Allemands. Sa mission sera de sauvegarder l'Afrique du Nord et de former une armée capable de la défendre. Un jour, cette armée nous servira, mais il est encore beaucoup trop tôt. » Vous vous rendez compte ? Déjà le lendemain, d'ailleurs, j'en reparlerai là tout à l'heure, au moment de l'armistice, déjà le lendemain, et même avant d'avoir signé l'armistice, Pétain envisageait déjà la reprise du combat. Mais évidemment, comme on était cul par-dessus tête, on ne pouvait pas faire ça immédiatement. Il me semble, oui. Alors, permettez-moi, puisqu'il y a une toute petite pause dans vos notes, je vous lis encore une salve de messages, car ils sont nombreux et toujours aussi divers. Un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, nous dit: Giraud était pour les Américains. Tout le problème de Gaulle est là. De Gaulle ne voulait pas être l'esclave des Américains et notre époque démontre qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas toutes les qualités, mais de vous entendre est outrancier cordialement. Je réfute tout à fait ceci, pas la première partie évidemment, bien sûr que Giraud était pour les Américains, ou plus exactement, les Américains étaient pour Giraud, ce qui change quand même la donne. Quant à De Gaulle, oui, mais précisément, De Gaulle étant un politique, il convenait, je pense, de faire en sorte d'être allié avec ses alliés.
Or, n'oublions pas, et c'est l'objet d'un autre message, il ne faut pas oublier, nous dit cet auditeur, je suppose, que De Gaulle correspondait avec Staline par l'intermédiaire de M. Grenier pour pouvoir diriger la France après la libération, ce qui nous a valu d'avoir des communistes à des postes importants. N'oublions pas que De Gaulle, en même temps que Churchill, avec ses idées britanniques, bien évidemment. Mais Churchill déclarant sans cesse « j'aime la France, je veux la grandeur de la France », etc. Bon, relativisons, bien évidemment. L'anglais aimant la France, je ne suis pas sûr. Toujours est-il que, effectivement, Churchill a souvent essayé d'arranger les relations entre Roosevelt et De Gaulle, et que c'est généralement De Gaulle qui a systématiquement est exagéré d'ailleurs, mais enfin, c'est souvent De Gaulle qui a refusé l'établissement de ces relations. Par contre, dans le même temps, De Gaulle négociait avec Staline car il a proposé de transférer la France libre, l'administration en quelque sorte de la France libre, à Moscou. Bien. Bonne émission, je vous remercie Monsieur Rochard, nous dit-on. C'est surtout mon invité qu'il faut remercier. La cause première de la situation aujourd'hui est due au général de Gaulle. Tout à fait d'accord. Alors, beaucoup de causes, voilà. Il y a toujours, c'est toujours plus complexe que cela, mais enfin, c'est vrai que, en parlant de tout à l'heure, le message sur l'islam, eh bien, nous sommes au cœur du sujet. Voyons l'histoire avant de voir le présent. Au moment où nous avons besoin de rassembler tous les patriotes, il est contre-productif de cultiver la division entre les patriotes. Mais, chers auditeurs, nous ne cultivons en rien la division. Ce n'est pas nous qui cultivons. C'est nous qui tentons précisément de rétablir nous essayons de rétablir des éléments historiques de façon précisément à repartir sur des bases plus saines. Nous avons été envahis par la propagande, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il nous faut modifier cette situation. Une nouvelle donne historique, comme s'intitule cette émission. Si les Américains et les Anglais ne voulaient pas de De Gaulle, par qui pensaient-ils le remplacer ? Eh bien, les Américains et les Anglais n'avaient aucune attente. Enfin, je ne veux pas parler pour eux, mais il me semble, d'après mes lectures, sous le contrôle du colonel Lepargneux, il me semble que les Américains et les Anglais n'avaient absolument pas l'intention de remplacer quiconque. Ils prenaient en compte les personnalités françaises qui étaient là. N'oublions pas quand même que il y avait des relations il y avait un ambassadeur américain à Vichy. Et que il y a eu des relations plus ou moins importantes, mais effectives entre des émissaires anglais et des émissaires du gouvernement de Vichy. Pour ma part, j'en ai rencontré quelques-uns qui avaient fait les SAS et qui étaient en poste pour assurer la liaison entre les différents gouvernements. Pour ce qui est de l'appel du 18 juin, nous avions le merveilleux et le grand général Le Grogniec, bien sûr. Dans quelques instants, vous allez avoir de nombreuses références sur les ouvrages du général Le Grogniec, qui a écrit plusieurs livres, bien évidemment. Je vous remercie pour votre merveilleuse émission, nous dit-on. Vous venez de dire que les Américains n'avaient pas confiance en De Gaulle et ne l'avaient pas averti de l'opération Overlord. Cela voulait dire que les Américains pouvaient tenir par des preuves De Gaulle en respect, ce qui expliquerait l'attitude pro-américaine et anti-France de Gaulle lors de la guerre d'Algérie. Là, ça méritait il faudrait affiner beaucoup ce genre de réflexion. Les imprécations anti-gaullistes de vos invités sont tellement passionnelles, excessives, qu'elles en deviennent grotesques. Non, elles ne sont pas grotesques parce que ça n'est pas le colonel Lepargneux, il vous l'a dit tout à l'heure, là je prends sa défense. C'est pas lui qui parle, il vous donne toutes les références des innombrables ouvrages passés sous le boisseau. C'est la raison de cette émission. Car beaucoup de ces ouvrages ne sont pas dans les librairies aujourd'hui, naturellement. Ben voilà. Alors, il faut chercher pour avoir ces ouvrages. Mais ces ouvrages sont généralement extrêmement bien documentés. Cet auditeur ou cette auditrice vous signalez les ouvrages du général Le Grogniec, ceux de François-Georges Dreyfus sur l'histoire de la résistance, sur l'histoire du Troisième Reich, sur l'histoire. Voilà. Reportez-vous à de bons ouvrages et pas simplement à quelques articles de vulgarisation qui sont généralement
accompagné de photos dont les légendes ne sont pas toujours exactes d'ailleurs, ce qui brouille tout. En 1944, je découvre le message, j'habitais à Notre-Dame-de-la-Garde, nous avions été libérés par les tirailleurs algériens et les tabors marocains. C'est nous la France, on arrive, et ils étaient avec un officier français, nous étions contents. D'ailleurs, à Notre-Dame-de-la-Garde, c'était difficile, il y a eu de la casse, un tank français, le Jeanne d'Arc, a été je ne peux pas lire, et mitraillé. Félicitations, votre émission est formidable. Sachez, chers auditeurs, d'ailleurs, puisque vous êtes peut-être habitant Marseille ou du moins résident, puisque vous connaissez Notre-Dame-de-la-Garde, que le 24 août prochain sera inauguré un monument à la gloire des goumiers marocains qui ont libéré Marseille, effectivement, dans de très très durs combats. La France n'oublie pas. C'est cette armée d'Afrique qui a effectivement, ne touchez pas trop le micro parce que on l'entend. Voilà. Donc cette armée d'Afrique qui effectivement a largement contribué avec nos alliés à libérer la France. Bon, je reprends Colonel Le Parigneux. Je reprends la parole tout de suite. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs cette dame, je sais pas si c'est une dame ou un homme, qui dit c'est excessif, etc. Giraud n'était pas aimé des Américains. Je prétends, d'ailleurs je ne peux pas le développer là tout de suite, il me faudrait beaucoup plus de temps, je prétends que si De Gaulle n'avait pas existé, nous ne serions pas tout se serait mieux passé, beaucoup mieux passé, ça c'est clair et net. On n'aurait pas eu cette division des Français, on n'aurait pas eu Dakar, on n'aurait pas eu le Gabon, on n'aurait pas eu cette guerre franco-française en Syrie qui nous a coûté des morts, cette division des Français. Tout se serait infiniment mieux passé. C'est évident. Et alors, ça c'est mon point de vue, mais je vais vous donner une autre citation. Qu'elle achète le livre de la légende gaulienne du colonel de Marseille. Michelet. Oui. Le dernier chapitre est excellent. Le dernier chapitre s'intitule « Si De Gaulle n'avait pas existé ». Et alors là... Et puis c'est pas n'importe qui a fait cette analyse. Le Michelet, c'est un militaire qui a pris... Si De Gaulle n'avait pas existé, elle a la réponse. Dans le sens qui me convient. Et puis tout à l'heure, cet auditeur qui nous parlait du général Jacques Le Grognac, eh bien sûr, il y a un livre excellent qu'il faut absolument avoir lu, Pétain et les Américains, précisément, qui vous donnera... Il a fait 10 livres. Oui, absolument. Il y a toute une bibliographie fort importante. Alors je continue parce que j'entends souvent dire comment il s'appelle, De Gaulle a été le premier résistant. Moi, ça me fait doucement rigoler. Le premier résistant de France, ça a été, non pas De Gaulle, mais le maréchal Pétain. Pourquoi il a été le premier résistant de France ? Parce que avant de signer l'armistice, et je dis bien signer l'armistice et non pas la capitulation comme on l'entend dire 20 fois ou 30 fois. Le terme de capitulation n'était pas dans le premier discours de Gaulle à Londres. Oui. En mais on en 1940, et c'est après. On va faire le commentaire de l'appel du 18 juin avec le faux appel. Tout à fait. Le premier résistant de France, c'est Pétain. Avant que ne soit signé l'armistice, il a donné des ordres très précis au général Hunsinger, chargé de représenter la France le 22 juin à Rotonde. Et il lui a dit, surtout, ne céder ni sur l'Afrique du Nord, ni sur la flotte, ni sur l'Empire, car demain nous allons nous en servir de ces cartes-là. Et effectivement, si on n'avait pas gardé l'Afrique du Nord, comme l'a remarquablement démontré Michelet lors d'un colloque, Hitler envahissait l'Afrique du Nord. Et pardonnez-moi, je vous interromps encore un instant, colonel, et je ne peux que mettre en relation cette déclaration avec les ordres donnés le 22 juin 40, avec les ordres que De Gaulle donna aux plénipotentiaires français en 1960, en 62, au moment des accords d'Évian, en disant le FLN ne voulant pas le Sahara, en disant vous négociez n'importe quoi, mais ils prennent le Sahara. Voilà. Et ça, c'est De Broglie qui l'avait raconté lorsqu'il était avec Jox en train de négocier, le FLN ne voulant pas récupérer le Sahara à cette époque-là.
Je vous laisse, pardon. Je continue. Alors, avant de signer l'armistice du 22 juin, armistice qui a pris son effet le 25 juin à la première heure. Ensuite, le 16 juillet 40, Hitler essaie de revenir sur l'armistice, et pour se servir de la ligne chemin de fer en Afrique, il demande à utiliser nos ports et notre voie ferrée de façon à pouvoir acheminer ses matériels. Pétain a refusé d'une façon nette et catégorique. Dès le lendemain de l'armistice, vous parliez de Payolle tout à l'heure, dès le lendemain de l'armistice, les services de renseignement, de Rivet et de contre-espionnage de Payolle s'évaporent dans la nature. Absolument. Disparaissent, ils prennent une autre nom, je sais pas comment ça s'appelle, renseignement, agriculture, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Il s'évapore, il continue à renseigner les Britanniques sur les activités allemandes. Le général Colson, le commandant Mollard, ces gens-là camouflent le matériel, récupèrent le maximum de matériel, etc., pour les soustraire aux Allemands. Le général Frère organise l'organisation de la résistance de l'armée, l'ORA. Et on fera même fusiller des espions arrêtés et fusiller des espions allemands en zone libre. Payolle nous l'avait très bien dit, là, ici, il avait même donné les chiffres exacts. Résistance, dès septembre, c'est-à-dire très peu de temps après l'armistice, il envoie Weygand en Afrique du Nord pour commencer à constituer une armée. En camouflant d'ailleurs là aussi en unités de police, de réserve générale, etc., un certain nombre d'unités de façon à ce qu'elles soient décomptées dans les conditions d'armistice, de présence militaire dans les conditions d'armistice, et pour pouvoir gonfler les effectifs de l'armée d'Afrique au moment où on en aurait besoin. À 5 reprises, sollicité par le vainqueur de collaborer militairement, oui, parce qu'on a beaucoup reproché le terme collaboration. Les gens n'ont pas du tout réalisé, après on en reparlera à Montoire, qu'il s'agissait d'une collaboration économique pour essayer de faire diminuer les difficultés et d'obtenir le maximum d'avantages différents. Et il n'était pas question de collaboration sentimentale, pas du tout, mais uniquement d'ordre économique. Alors, Pétain savait parfaitement utiliser l'équivoque, ce qui fait que les Allemands le traiteront de renard, de fouche. Et aussi bien le 16 juillet 40, il refusera donc aux Allemands l'utilisation de la ligne ferroviaire Rabat-Tunis. Lors des protocoles de Paris, il refusera à Hitler l'utilisation des bases d'Alep, de Bizerte, d'Oran et de Dakar. Et au terme, nous en reparlerons tout à l'heure, au terme de cette refus de collaboration militaire, eh bien, on avait donné des ordres très précis au cas où les Allemands allaient mettre la main sur notre flotte, de la saborder. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On peut éventuellement préciser la chose suivante, c'est qu'on a beaucoup critiqué Pétain de ne pas avoir donné l'ordre à la flotte de rejoindre l'Afrique du Nord. Mais Pétain a toujours voulu tenir Hitler dans la non-dénonciation de l'armistice, justement. Et il voulait absolument jouer comme un fin malin, en disant mais là, la flotte, je vous la donne pas, mais je la donne pas ni aux Anglais, ni aux Américains, je la garde pour moi, etc. Et jusqu'au dernier moment, il a essayé d'empêcher Hitler de dénoncer l'armistice. Or, dire que Pétain aurait dû faire partir la flotte est une ineptie sous cet angle-là. Parce que il savait, Hitler avait fait dès 40, son plan Attila était capable de sauter sur Toulon et de foutre en l'air notre flotte. Donc jusqu'au dernier moment, ils ont essayé de jouer l'équivoque. Et
Ceci est tellement vrai que finalement, au dernier moment, il n'était plus possible de continuer, et comment dirais-je, la marine, les officiers avaient reçu l'ordre de se saboter, ils ont sabordé la flotte. Alors, je lis quand même la citation, parce que à son procès, le maréchal s'en est expliqué, et j'ai trouvé que ce raccourci méritait d'être cité. Lors de la remise à la commission d'instruction de la Haute Cour en juin 1945, voici ce qu'a déclaré le maréchal. L'ordre, pour des raisons techniques, n'était point exécutable et la flotte eût été vouée à la destruction, bien entendu, puisqu'avec l'aviation italienne, ils étaient capables de bloquer en une demi-heure ou 2 heures ou 3 heures, de bloquer la sortie de son navire. C'était impensable de faire sortir son navire. Donc le départ eût amené les mêmes conséquences que le sabordage. En outre, cet ordre a été le signal de la reprise des hostilités contre l'Allemagne et eût exposé la France désarmée à de terribles représailles, sans aucun bénéfice pour la cause alliée. Entre deux mots, la politique doit choisir le moindre. Il m'a paru moins grave que la flotte se sabordât, conformément aux engagements, plutôt que de l'envoyer à sa perte et de déchaîner sur la France des violences sans précédent, notamment le retour en captivité des 700 000 prisonniers dont j'avais obtenu la libération et la substitution du gouvernement français d'un gaullitaire. Ainsi ai-je épargné le pire et aidé la victoire commune, empêchant l'Allemagne d'augmenter son potentiel par la capture de notre flotte. Je n'en considère pas moins le sabordage inévitable comme un sacrifice et un deuil national. Voilà, ça, ce sont les propos du maréchal pendant son procès en juin 1945. Exact. Alors, mon colonel, il est 19h18. J'ai encore une série de messages à vous donner. Et vous souhaitiez que je donne lecture. Oui. Ce sera sans doute la conclusion de cette première émission. Exactement. Que je donne lecture. Alors, je commence par les messages, si vous le voulez bien. Les auditeurs nous en voudraient de ne pas les lire. Le maréchal Pétain a eu beaucoup de problèmes car il était contre les francs-maçons. Ça, c'est un chapitre. Mais c'est un chapitre qu'il faudra développer. Pour les politiquement corrects, nous dit cette auditrice, la vérité est forcément excessive. Merci pour votre émission. Oui, je suis tout à fait d'accord. À chaque fois qu'on tente d'argumenter contre la propagande, on se fait taper sur les doigts généralement. Généralement, les militaires ne sont pas de bons politiques. De Gaulle était un politique habillé en militaire. Alors quand on dit De Gaulle politique, ça, je crois qu'on en reparlera aussi un peu plus tard, en dehors des faits de la guerre 39-45. Je crois que ce sera important. Un auditeur, le 20 mai 40, Paul Reynaud reçoit le consul Nordling qui lui demande de la part des Allemands de demander un armistice car Hitler veut arrêter la guerre tout de suite. Ce que Paul Reynaud reconnaît dans ses mémoires et qui est toujours censuré, surtout sur Radio Courtoisie. Je vois pas pourquoi on censurerait ce genre d'information. Non, la preuve, cher auditeur, ou oui, cher auditeur, l'information n'est pas censurée. Une auditrice, pouvez-vous citer le livre de Philippe Prévost, Le temps des compromis, mai-décembre 40? Oui, bien évidemment, avec une préface de François Dreyfus, donc, aux éditions CES en 2005. Oui, les livres de Philippe Prévost sont toujours... Voilà, un grand historien aussi, oui, parce que qu'on ne diffuse jamais suffisamment. Les Anglais voulaient faire une paix séparée avec l'Allemagne, c'est ce que remarquablement le temps démontrait. Voilà, Philippe Prévost. Philippe Prévost. Il est curieux en France que l'on cherche à opposer les Français entre eux. D'abord, il aurait fallu qu'en 40 la France ne soit pas battue en 15 jours. Ça, merci la Troisième République, chers amis. Il faut reconnaître en De Gaulle et au maréchal Pétain des qualités qui doivent unir les Français et non les diviser. Bien sûr, je crois, effectivement, mais qui est le diviseur? Écoutez, reprenez les arguments. Commandez cette émission. Je voudrais savoir pourquoi ce mémoricide à l'encontre du maréchal. Exactement. Comment voulez-vous que les jeunes, ils ne peuvent absolument rien comprendre, ils ignoreront, mais Pétain n'existe pas pour eux. Tout à fait. Et quand il existe, c'est le diable en personne. C'est le diable, voilà. Tout à fait. Messieurs, pour illustrer votre propos, je vous fais suivre un relevé des déclarations du maréchal sur la guerre future pendant l'entre-deux-guerres. Merci, cher auditeur, c'est signé et il y a effectivement une pièce jointe
que je n'ai pas sous les yeux, mais que dont je vais prendre connaissance, c'est évident. Vos propos sur De Gaulle, un message signé, vos propos sur De Gaulle sur la Deuxième Guerre mondiale me font penser à ceux que tenait mon oncle défunt, qui avait été Algérie française. Il est bien évident que les pieds noirs, les officiers qui étaient sur place là-bas, qui ont fait cette guerre, qui ont remis, on en parlera dans la prochaine émission, qui ont remis De Gaulle au pouvoir, ont été trahis. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, mais quand on voit, nous dit cet auditeur, ce qu'est sous la 4e République, comme aujourd'hui, un pouvoir français soumis aux Américains, on comprend pourquoi De Gaulle n'était pas aimé d'eux. Oui, bien sûr, ça mérite d'autres développements, conférer le livre du général de Grognac. Quel est le comportement si désagréable de Gaulle envers les Américains et les Anglais? De Gaulle savait-il que les Anglo-Saxons voulaient prendre les rênes de l'Europe? Bon, ça mériterait encore vos propos. Voilà. Et puis alors, grâce à De Gaulle, le Parti communiste a condamné les grèves à la fin 45, performance unique au monde. Maurice Thorez disait: la grève est l'arme des trusts. Oui, sans doute. Très bonne émission. De vérité, De Gaulle est un agent soviétique, nous dit cet auditeur, qui laisse son téléphone. Il souhaiterait prendre contact avec vous. Le désastre français où nous voyons dans l'incertitude, le général De Gaulle en est le responsable principal avec toutes les institutions qu'il a imposées. École, industrie, journalisme, finance, données aux socialo-communistes. République bananière, communiste à la cubaine. À chaque moment difficile de sa carrière, il n'a pas hésité à sortir les prisonniers à la racaille pour aller avec la pègre, comme les communistes. En mai 68 est une querelle de famille marxiste. Il s'est sauvé. Pompidou a rétabli la situation. Heureusement, ça mériterait quelques développements, mais tout ce qui va mal remonte à lui. Un dernier message, et je vous donne lecture de cette lettre. Alors, il est hallucinant de ne pouvoir parler de cette période en 2014. Les auditeurs qui idolâtrent abusivement le général vous diront aussi qu'il n'y a pas eu de guerre civile à la Libération. Elle perdure depuis, ranimée par les perfides socialistes et leurs séides dans les années 80. Cette émission ne tombe pas dans le piège de l'Uchronie, et c'est fort bien. Les faits sont les faits, ils sont têtus, et heureusement, merci à votre invité. Et je vais, à la demande du colonel Lepargneux, j'ai encore quelques minutes pour vous donner un extrait de la lettre ouverte d'André Récipon à Maurice Druon. André Récipon était le successeur de Raoul Follereau, là, dans l'association Voilà. Chose. Il était gaulliste, André Récipon, et il a écrit à Maurice Druon de gaulliste. Lisez Voilà. ça. Alors, j'ouvre les guillemets, bien évidemment. Celui par qui le malheur est arrivé, celui qui a gracié en 1945 les traîtres qui, dès septembre 1939, ont choisi de trahir la France, de déserter en temps de guerre et de s'allier avec Hitler, notre ennemi, parce qu'il venait de signer un pacte avec Staline. Celui qui a accepté leur alliance lorsqu'ils ont à nouveau changé de camp après qu'Hitler ait attaqué l'URSS en 1941. En septembre 1944, les jeunes Français qui n'avaient pas accepté la défaite mais n'avaient jamais voulu faire un bout de chemin avec les communistes se sont engagés dans la 2e DB de Leclerc ou la 1re armée de Delattre. Nous sommes partis nous battre contre les Allemands. Pendant que nous risquions nos vies en Alsace, les communistes restaient en France pour se battre contre les Français. Ils en ont arrêté, torturé et tué plus de 100 000. Si 8 divisions n'avaient pu être armées et équipées pour permettre à la France de rester présente dans la guerre et à De Gaulle de parler en son nom, c'est aux seuls Américains que nous le devions. Pourtant, en 1944, il rejeta l'offre des Américains de désarmer les communistes et préféra gracier les communistes condamnés à mort pour haute trahison, tandis qu'il condamnait à mort le maréchal et les Français qui lui avaient obéi. Tout ce que vous dénoncez dans votre livre, il parle à Druon, c'est André Récipon qui parle, ouvrez les guillemets. Tout ce que vous dénoncez dans votre livre et qui fut voté en 1946, le statut de la fonction publique, le monopole du syndicat du livre, les nationalisations des banques, des assurances et de l'énergie, EDF en particulier, sont l'œuvre des communistes ramenés par De Gaulle. Ne venez pas me dire, à moi et à d'autres, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Au lieu de laisser la 1re armée et la 2e DB occuper l'Allemagne, il n'avait qu'à nous faire revenir en France. Les milices communistes n'auraient pas fait le poids devant nous. Nous nous y attendions. Mais il a commencé par ôter à Delattre le commandement de la 1re armée pour le donner à un Godillot plus docile. Que les Français aient ou non une zone d'occupation était moins important que de rétablir la paix civile en France. Notre présence aurait sauvé du déshonneur les Français qui n'avaient pas commis d'autre crime que celui d'être anticommunistes. Ce qui était important en ce printemps 45, c'était de réconcilier les Français. Je l'ai quitté,
il parle de Gaulle. Lorsque poussé par les communistes, au lieu de rassembler les Français, il a condamné ceux qui, comme le maréchal, avaient dû affronter les suites d'une terrible défaite dont il n'était en rien responsable. La réconciliation des Français passait obligatoirement par la reconnaissance du rôle qu'avait joué le maréchal, ce que De Gaulle refusa. Il a fait condamner ceux qui, pendant 4 ans, avaient dû subir les dictates de l'occupant, ceux qui avaient fait de leur corps et de leur personnalité un rempart pour protéger les Français et 2 millions de prisonniers. Même Laval n'avait jamais trahi. Il a négocié, lutté, ergoté comme l'avocat qu'il était et comme le paysan madrais qu'il restait. Il ne cédait que pour éviter un plus grand man. Il est mort assassiné par des balles françaises. Son procès est une monstruosité judiciaire qui entache l'honneur de la France. En octobre 40, pendant qu'il rencontrait Hitler et ne cédait rien sur le fond, le maréchal envoyait à Londres le professeur Rougier pour signer un accord avec Churchill, pour laisser entrer le ravitaillement en provenance des colonies. Ceci n'est qu'un exemple, mais il donne une vision exacte de la réalité de la guerre secrète. De Gaulle le savait, il a toujours nié les faits, il a laissé condamner le professeur Rougier, qui sera heureusement réhabilité. Je suis obligé d'arrêter ici cette lettre. On donnera la deuxième partie de cette lettre dans la prochaine émission. Chers auditeurs, merci. C'est un gaulliste qui écrit à un gaulliste. C'est un gaulliste qui écrit à Maurice Druon. Merci, colonel Lepargneux. Rendez-vous le 13 juillet pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons tant de choses encore à vous dire.